Allez, bonjour, nous sommes jeudi, le jeudi c'est No-chan, on l'oublie souvent, aujourd'hui nous n'oublierons pas, il sera ici avec tous ses pixels. Bien entendu, nous aurons une interview, car c'est jeudi, sur Dotemu, puis la Minute du Geek et Otto, et je galère, mais tout de suite je vous propose de regarder les news. Sega vient de nous annoncer la sortie de Spiral Knights. Testé et approuvé par les joueurs en novembre 2009 lors d'une première phase de bêta-test, il faudra attendre le 4 avril 2011 pour savoir si l'engouement est toujours présent. Développé par Three Rings, que l'on connaît pour Corpsecraft sur iPad, ou même The Everything Game et Bite Me sur Facebook, ce jeu destiné au PC donnera dans le genre MMORPG en temps réel, avec une dimension coopérative, le tout avec des notions de puzzle game et une inspiration assumée de titres comme Zelda ou Gauntlet. Le jeu se déroulera sur la planète Cradle où votre personnage s'est écrasé. Une approche simpliste donc, au même titre que l'univers et les graphismes, mais qui semble plutôt bien fonctionner. On attend maintenant d'en savoir un peu plus sur le gameplay, en espérant que notre enthousiasme ne s'estompe pas d'ici là. Ah et au fait, le jeu sera free-to-play. Suite directe de son prédécesseur disponible sur PS2 et Wii, Okamiden se voit doté d'un trailer de lancement à l'occasion de sa sortie imminente. Comme vous vous en doutez, le stylet sera votre pinceau céleste, un outil divinement pratique qui vous permettra entre autres de donner vie par le dessin à des objets ou tout simplement d'affronter les différents ennemis que vous rencontrerez. Ce jeu est l'un des derniers prévus pour la DS avant la sortie de la nouvelle portable de Nintendo, mais sera tout de même compatible avec la 3DS. En revanche, Okamiden ne sera pas traduit en français et restera en anglais. Un frein donc à son éventuel succès chez nous, qui ne devrait toutefois pas empêcher la jeunesse de bon goût de s'y intéresser lors de sa sortie le 18 mars prochain. On termine ces news avec un autre trailer de lancement de Capcom qui concerne cette fois-ci le prochain MotoGP. D'après Monumental Games, le studio chargé du développement à qui l'on doit le volet précédent, ce MotoGP promet l'expérience de course à 2 roues la plus authentique des séries et de loin. Disponible le vendredi 18 mars sur Xbox 360 et PS3, ce nouveau volet verra l'ajout d'un mode coopération en local pour le mode carrière, ainsi que la possibilité de se mesurer à 20 autres joueurs online. Et c'est là qu'on doit terminer avec une phrase du type « Préparez-vous à décaper l'asphalte » ou « Faites chauffer les moteurs dans les starting blocks » ou un truc du genre. En fait, je multiplie les castings, mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'en suis à 14, je crois que j'ai fait à peu près toutes les chaînes hertziennes, et la réponse est toujours la même. C'est quoi? T'as vu ta gueule, t'as vu comment tu parles? Pas sympa. Bon, bref... Ils sont agressifs, là, tes directeurs de casting. Oui, ils sont... Normalement, ils sont un peu plus de tact. Ils disent, non, ils te disent, écoutez, monsieur, des gens comme ça, il y en a 1000, Salut les attaques et B-Boy, waouh! Tiens, d'ailleurs, je me demande si elles sont passées classiques, les berries. Oh, allez, et si on se faisait un petit trip retour vers le passé? Pas forcément en mode aigri, adepte du c'était mieux avant, mais plutôt pour utiliser le style et les techniques d'autrefois pour faire tourner des trucs récents. Par exemple, Craig, un geek sacrément doué en électronique, a réussi à utiliser un oscilloscope pour afficher les images générées par une Game Boy. Il a publié sur son blog les formules et schémas électriques de son transcodeur de signal, qu'il a joliment appelé le Nintendoscope. Tout aussi surprenant, l'administrateur du site Omnimaga, un site dédié à la programmation sur calculatrice graphique, a réussi à faire tourner le premier Doom sur une Texas Instruments M-Spire. Oui, la même que certains utilisaient pour afficher des courbes et stocker des pompes lors des interros de maths. Bon d'accord, l'écran n'est pas très lisible et le jeu est assez instable, mais rappelons que la machine ne dispose que de 64 mégas de mémoire vive. Ça fait peu pour charger ce classique. Toutefois, les auteurs pensent pouvoir améliorer cette version bêta pour une sortie prochaine. Bon courage les gars. Certains préfèrent s'amuser à réaliser des remakes. Kezako ?
Il s'agit de fausses bandes annonces réalisées par le montage et le trucage d'images d'archives permettant d'imaginer à quoi ressemblerait Ghostbusters ou l'Empire contre-attaque s'ils étaient sortis en noir et blanc dans les années 50. Le monteur Ivan Guerrero a aussi réalisé une extraordinaire bande-annonce de Lao de Pixar avec des acteurs des années 60 et bourrés de clins d'œil cachés. Je vous invite vivement à la visionner en entier sur le net. D'autres, comme le DJ Demo 5, se détendent le week-end en reproduisant la musique soundchip de Castlevania sur des synthétiseurs hétéroclites au nom à coucher dehors comme le M5N, l'Oberkorn ou le Schulman VCO. Ah, c'est beau la technologie au service de la nostalgie et du rétro gaming. Pour un peu, on en jetterait presque son lecteur MP3 au feu. Ah oui, non, mais pas celui-là, vu que c'est un faux feu de cheminée. Créé par la société Glamfire, cette illusion est composée de LED, incorporée dans des bûches en céramique et sur lequel de la vapeur d'eau est projetée pour donner l'apparence de flamme. Niveau kitscherie, ça vaudra pas les DVD de feu de cheminée, mais ce type de gadget devrait faire fureur sur les plateaux de séries TV, vu qu'il faut bien l'avouer, on y voit du feu. Lol, lol. Bon allez, je ne vais pas faire long feu si je continue à faire des jeux de mots. Ça, j'en mettrai ma main au feu. Ça risque de mettre le feu aux poudres. Allez, à la semaine prochaine les attaques pour une émission tout feu tout flamme. Lol. Et puis les directeurs de casting n'ont pas tort, hein. Il y a vraiment un problème, tu es beaucoup trop lent sur tes plateaux, donc si t'es d'accord, je vais me permettre de remonter un peu. Ouais non mais de toute façon t'es le chef. Je vous propose de regarder l'interview de Dotemu, qui sont les seuls à proposer de l'émulation, mais légale. Et ça, c'est vraiment cool. L'émulation, un vaste sujet qui fait débat. Instrument précieux de conservation du patrimoine numérique pour certains, outils facilitant le piratage pour d'autres, les émulateurs sont souvent au centre des polémiques. Les créateurs d'émulateurs sont avant tout des passionnés, dont le but est de ressusciter virtuellement les machines du passé. Le problème, c'est que ces émulateurs permettent de jouer facilement et gratuitement à des milliers de jeux sur son ordinateur, souvent sans l'accord des éditeurs. Mais cette situation n'est pas une fatalité, et si une alternative existait? C'est ce qu'est en train de réaliser aujourd'hui une jeune société française qui commence à se faire remarquer auprès des éditeurs du jeu du monde entier. Il s'agit de l'équipe de Dotemu. On est spécialisé donc dans l'adaptation d'anciens jeux, donc en utilisant de l'émulation sur pas mal de plateformes, PC, Mac, iPhone, iPad, Android, bientôt PlayStation Network. Voilà, d'un côté on travaille avec les ayants droit, d'un autre côté soit on distribue directement, on a une plateforme de distribution digitale PC sur dotemu.com, soit on va laisser épauler d'éditeurs tiers. Sur la partie PC, distribution purement digitale, donc on a ouvert en mai dernier, donc c'est assez récent, en mai 2010, un site internet dédié au téléchargement et l'achat donc légal d'anciens jeux vidéo sans DRM. Donc on va aller chercher des jeux assez anciens. Donc, par exemple, on a fait une compilation IRM Arcade Hit. Donc il y a R-Type Leo, il y a Kung Fu Master, etc. Donc là c'est de l'émulation qu'on a fait en interne. On va à la fois adapter le produit et le vendre. Et on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller donc récupérer des licences de distribution, pour le coup, de jeux PC jusque dans le début des années 2000. Par exemple, il y a une nouvelle édition des Chevaliers de Baphomet, donc Director's Cut. Il y a donc Spellforce, des jeux du catalogue Jude, Strategy First, donc on a un peu plus de 100 titres là pour le moment. Un émulateur, c'est quelque chose de très bête en fait. C'est très simple un émulateur. C'est un programme qui simule le fonctionnement d'un hardware, c'est-à-dire d'un ensemble de puces électroniques. Aujourd'hui, l'émulation est utilisée principalement, c'est vrai, à vocation vidéoludique ou autre. Mais si on regarde par exemple un projet open source comme le projet MAME, si on lit bien la doc scanquée sur le site, ils expliquent bien que MAME n'a comme vocation que de reproduire le hardware d'origine pour le conserver. Donc il y a quand même une vocation, on voit là, de conservation du patrimoine numérique. Et le fait de pouvoir jouer au jeu n'est qu'un side effect, c'est-à-dire un effet de bord et une conséquence logique mais agréable qui n'est pas le but premier du projet.
Au début, c'est clair que c'était très difficile. C'est-à-dire quand on allait voir un ayant droit, on allait voir Sega, on allait voir Capcom. On arrivait tout content. Regardez, on est capable de faire tourner Sonic sur 500 téléphones. Donc ça vous coûterait peut-être 10 fois moins cher qu'en faisant un portage complet, etc. Effectivement, voilà, donc petite société de 3-4 personnes, c'est dur de réussir à convaincre et de faire avancer les choses. Après, il y a toute une question de confiance et de montrer ce qu'on est capable de faire, de développer. Donc on a commencé petit, on a commencé sur des petites licences. Et en utilisant finalement les résultats, en montrant, ben voilà, on a réussi, on a adapté tel jeu sur iPhone, on est allé chercher tel éditeur, on a réussi à faire ça, le grand public était content, on a eu plein de bons retours de presse, etc. Et après, au fur et à mesure, on monte en niveau. Et voilà. Et donc, c'est vraiment du travail sur le long terme. Et sur la partie finalement édition et partenaire, c'est aussi un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'on accumule finalement de plus en plus de projets. Et là, aujourd'hui, on a travaillé sur plus de 150 titres. Donc, on se développe comme ça. Créer un émulateur n'est pas anodin. C'est un travail qui demande de la rigueur. Déjà, il faut savoir que c'est un processus qui est long, qui est fastidieux, mais qui n'est pas très compliqué, qui ne demande pas en fait d'excellentes compétences en programmation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La première étape, elle est très simple, c'est de se documenter. C'est-à-dire que, imaginons qu'on va faire un émulateur pour la plateforme X. Donc on va aller regarder ce que X utilise comme processeur principal, ce que X utilise comme processeur vidéo, ou comment la partie vidéo fonctionne, comment X émet du son, comment X va lire les manettes si elle en dispose. La deuxième étape, elle est très simple. Ça consiste à implémenter le fonctionnement de la puce de manière logicielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire un programme en C, en Java, en ce qu'on veut, qui va reproduire, alors au niveau vraiment du cycle au sens électronique, au niveau du cycle près, le comportement de la machine. Par exemple, il va simuler les 256 instructions qu'on pourrait trouver sur un processeur 8 bits des années 80, ou bien les 4000 qu'on va trouver sur un processeur 16 bits typiquement, ou bien les dizaines de milliers qu'on va trouver sur les processeurs plus modernes. Donc tout ça, c'est long, c'est fastidieux, mais c'est pas très compliqué, puisqu'en fait ça se résume à avoir, par exemple pour ceux qui connaissent le C, une structure switch case. Une fois l'émulateur terminé, il faut l'alimenter avec des logiciels contenus dans les ROM. Qu'est-ce qu'il y a dans une ROM? Il y a finalement le contenu du contenant, j'ai envie de dire. Donc c'est les données brutes, binaires, arbitraires, qu'on trouvait donc dans la puce, dans la disquette, dans la cassette, dans le disque dur, donc dans le média de l'époque, pour faire simple. Donc ça contient à la fois donc, le code exécutable du jeu, les graphismes, les données, mais tout ça dans les formats de l'époque. Donc c'est pas exploitable tel quel, sauf quand on le met dans la petite boîte magique qui est l'émulateur. Pour faire fonctionner une ROM à partir d'un émulateur, c'est très simple. On alloue des zones mémoire qui représentent en fait, donc les mémoires d'origine des différentes puces. On charge les données au bon endroit. On lance la boucle d'exécution principale qui va à l'infini répéter j'exécute un cycle processeur, j'exécute un cycle du processeur vidéo, je génère un sample sur la partie son. Et à la fin de n cycles donc d'une image, on va récupérer l'état de la mémoire vidéo, le décoder parce qu'il est dans un format qui n'est pas forcément le format de la machine, le PC, du Mac ou du téléphone sur lequel on émule, le convertir et l'afficher. Même chose pour le son. Et on recommence à l'infini. Toutes les machines ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines sont plus difficiles à émuler que d'autres. Bizarrement, le plus difficile, c'est écrire un émulateur pour une machine ancienne. Ça paraît bizarre, mais les programmes de l'époque, donc que ce soit sur Commodore 64, sur Amstrad 7 PC, sur Atari ST, sur Amiga, utilisaient en fait le hardware à fond, en maximisant, vu que les fréquences d'horloge étaient faibles, l'utilisation des cycles. Donc on a besoin d'avoir une émulation au cycle près qui simule vraiment les délais d'attente entre chaque puce, ce genre de choses, et qui va reproduire même parfois des bugs du hardware, sans quoi certains programmes fonctionnent mal. Alors l'Atari 2600 est une machine absolument terrible à émuler, puisqu'en fait, il y a du hardware dans la console, il y a aussi du hardware dans les cartouches, et c'était en fait une console qui se branchait donc à l'époque sur la prise antenne téléviseur, donc on n'était même pas en Péritel, et utilisait en fait les signaux de la télévision pour synchroniser, donc pour piloter en fait une partie de l'exécution, donc toute la partie du rendu vidéo, et c'est vraiment une machine qui est faite à base de transistors. Il n'y a pas vraiment de puces comme un microprocesseur ou autre, à part pour la partie principale, et toute la partie vidéo est faite à base de transistors, et c'est
très très compliqué à émuler à ce niveau-là. C'est vraiment un vrai défi. Je crois que même Stella, qui est l'émulateur de référence, implémente des hacks dans plusieurs parties du code, sans quoi la plupart des jeux ne fonctionneraient pas correctement. On va dire qu'il y a des jeux qui ont bien vieilli et d'autres qui ont moins bien vieilli. Et c'est vrai que sur ce côté-là, les jeux d'arcade, reste assez agréable à jouer aujourd'hui parce qu'on rentre tout de suite dans l'action. D'un point de vue graphique, c'est souvent assez joli. Et on était d'ailleurs surpris de voir au niveau de nos statistiques sur la partie jeux arcade en flash qu'on a beaucoup de très jeunes en fait qui jouent à ces jeux, des gens qui connaissaient absolument pas ces jeux à l'époque. Un des jeux qu'on a vraiment apprécié travailler dessus, il y a R-Type sur iPhone, déjà parce que c'est un jeu mythique. Aussi parce que c'était un vrai challenge, parce qu'il fallait adapter R-Type, qui est dans le top 10 des jeux les plus difficiles de tous les temps, sur iPhone, ce qui veut dire sans joystick. On a implémenté, je dirais, une sorte de mode un petit peu spécifique. On peut déplacer finalement le vaisseau de R-Type plus vite que dans le jeu d'origine. C'est-à-dire que techniquement, on peut vraiment bouger le vaisseau très très rapidement. Alors, nous à la base, on était assez puristes, on voulait vraiment rester sur le jeu d'origine, mais là c'était pas possible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre un pad virtuel et on ne peut pas jouer R-Type en pad virtuel sur iPhone. Là aussi, nous on se contente pas de faire un portage brut. Par exemple, sur R-Type, on commence sur un mode normal et après, une fois qu'on arrive à débloquer les 6 niveaux, on accède à un mode difficile. Et ils ne se sont pas arrêtés là, car ils ont même intégré un classement mondial en ligne à leur version de R-Type. Le travail accompli par Dotemu est déjà impressionnant et va continuer avec prochainement l'arrivée de plus de 100 nouveaux jeux sur la partie PC en téléchargement. 2011 sera sans doute l'année de la grande avancée de l'émulation légale. Alex Pilot a beaucoup de choses à nous apprendre sur Akira et notamment cette fameuse censure de ce film ô combien culte. Régalez. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! La culture geek et otaku est riche en légendes urbaines et mythes perpétués encore aujourd'hui. Par exemple, on entend souvent dire qu'en France, Akira est sorti dans une version censurée en VHS. Le film culte d'Otomo Katsuhiro est sorti en 1988 au Japon et 3 ans plus tard en France en 1991. Sa durée en salle était de 124 minutes. Lorsque la cassette VHS est sortie chez TF1 Vidéo, le film faisait 119 minutes. Sans grande surprise, on a rapidement vu se propager dans les réseaux spécialisés comme les fanzines, le Minitel ou encore les conventions, la rumeur selon laquelle les 5 minutes manquantes étaient le fruit d'une censure de la part de TF1 Vidéo. Comme le film n'était plus en salle, il n'y avait pas moyen de retourner le voir pour comparer les deux versions. Pour ajouter à la confusion, certains petits malins se vantaient de posséder des cassettes pirates avec la version non censurée du film. En réalité, l'explication de cette différence de durée est bien plus simple. Pour transférer un film de pellicule à cassette, on utilise une technique qu'on appelle le télécinéma. Au cinéma, un film est projeté au rythme de 24 images secondes. Or, en France, le système de télé SECAM affiche les images à un rythme de 50 images secondes, ou pour être plus exact, 50 trames par seconde. Le plus simple pour transférer un film est donc d'accélérer légèrement le film, de 4% exactement, pour le passer à 25 images secondes et pouvoir l'enregistrer sur cassette. Chaque image était donc enregistrée 2 fois à l'identique sur la bande pour arriver au total de 50 trames par seconde. Le résultat, c'est que les films sont donc systématiquement plus courts de 4% en vidéo qu'au cinéma dans les pays qui utilisent le PAL et le SECAM. Et c'est simplement cela qui est arrivé à Akira. Le film n'a donc jamais été censuré pour la vidéo. Ok Pili, vas-y. Donc évidemment Otto. Ouais. Alors vous attendez ce moment avec impatience. Voici Otto le magazine des indés. Otto, le magazine que vous de la musique japonaise. Ouais, d'accord. Ben on le sait. Bon, laisse-moi finir. Otto, le magazine que vous attendez tous, présenté par Suzuka. Non. Putain, je me suis un peu foiré au montage. I know a message. I wanna be a cowgirl. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto ce soir, un Auto différent des autres puisqu'on ne parlera pas de musique mais on parlera des événements qui se sont passés au Japon.
Alors d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont envoyé plein de messages de soutien sur Internet, Twitter, Facebook, etc. Parce que ça me fait du bien de me sentir moins seule en fait, parce que les événements étaient quand même super terribles. Ça a commencé donc le vendredi, comme tout le monde le sait maintenant, avec un énorme tremblement de terre qui a eu lieu à 14h46. Et moi, j'étais en fait à Shimokitazawa, j'emmenais un ami chez le coiffeur quand ça s'est produit. Et en fait, tout s'est mis à trembler, les objets se sont mis à tomber. Et moi, je suis pas une habituée des tremblements de terre, donc j'étais vraiment super secouée. Et j'avais un peu peur quand même si j'avais l'air de rigoler sur le coup, parce que on dirait un peu une attraction, quoi. Mais en fait, c'est quand même super grave. Surtout qu'après, on est sorti du coiffeur parce que là ça tremblait vraiment trop, et là c'est les gens qui travaillent dans le salon de coiffure qui nous ont dit peut-être qu'il faudrait sortir en fait. Finalement on est allé dehors et on a vu les gens qui étaient rassemblés à l'extérieur. Certains pleuraient, certains avaient l'air d'être évanouis, et là on s'est dit c'est peut-être un peu grave quand même. Ensuite on découvre qu'il y avait plus de train. Et là, on s'est dit, ok, on est coincé à Shimokitazawa, on ne peut plus retourner à Shinjuku. Donc, on a fait le trajet à pied. Et en faisant le trajet à pied, on s'est rendu compte que les combini se faisaient dévaliser de nourriture. On s'est dit, on peut plus acheter à manger non plus. Et c'est là que j'ai reçu un message de ma famille à Hiroshima qui me demandait, Caroline, on a vu à la télé qu'il y avait un terrible tremblement de terre. Est-ce que tu es vivante? Et là, je me suis dit, en fait, l'angoisse commençait à monter, quoi. Ça s'est vraiment fait de manière très progressive jusqu'à Harajuku, où on est allé, en fait, et on a découvert qu'il y avait la gare de la Yamanote aussi. Enfin, toutes les stations de la Yamanote étaient fermées. La JR ne fonctionnait plus. Et il y avait donc plein de gens qui étaient rassemblés à l'entrée de la gare. Une queue inimaginable pour prendre un taxi. Mais la queue, elle faisait genre 2 rues, quoi. C'est un truc incroyable. Une queue pas possible aussi pour parler au téléphone, en fait, pour les cabines téléphoniques, parce que tous les réseaux téléphones portables étaient complètement saturés. Tout le monde partait donc de Harajuku vers Yoyogi, donc on n'était pas seul du tout sur la route. Et arrivé à Yoyogi, tout le monde allait à Shinjuku. Et Shinjuku, pareil, quoi. Même schéma catastrophe. Tout le monde assemblé à la gare. J'ai jamais vu autant de gens. Et il y a des gens qui dormaient apparemment dans des locaux, dans des halls d'entrée, parce que la plupart des gens n'ont pas réussi à rentrer chez eux. Et donc on s'est rendu compte que c'était super grave quand on a réussi à trouver une petite connexion internet à Yoyogi dans la rue, ce qui est assez extraordinaire en soi. Et j'ai vu que tout le monde avait vu les infos en France, tout le monde était hyper paniqué, tout le monde voulait savoir si j'étais en vie, et je me suis dit, on dirait un film. Alors, le lendemain de cet événement, beaucoup de gens, je pense, se seraient dit, en France en tout cas, que fallait faire une pause pour récupérer émotionnellement du truc. Mais au Japon, ça se passe pas du tout comme ça, parce que c'est quelque chose auquel, entre guillemets, ils sont habitués. Les tremblements de terre, c'est pas du tout un truc rare. Et bon, même si certains Japonais m'ont dit que c'était quand même un des tremblements de terre les plus forts qu'ils aient vécu dans leur vie, voilà quoi, la vie continue. Le lendemain, on va travailler, et moi, je vis au Japon, je bosse dans une boîte gérée par des Japonais, normal, je vais bosser aussi. Et donc le lendemain, j'ai même eu droit à des petites blagues de la part de mes collègues de travail, c'est-à-dire alors Caro, ton tremblement de terre, c'était comment? T'as eu peur, hein? T'as eu peur? Et après, ça continue aussi, quoi, du genre Caroline, écoutez, il faut que vous rentriez maintenant, hein, il est 21h30, parce qu'à 22h, ils en ont prévu un autre encore plus fort qu'hier. Enfin, des blagues comme ça, et moi je tombais dedans, évidemment. Mais le plus surprenant, c'est que quelque part, les Japonais, ils étaient quand même assez inquiets. Pour eux, ça marque pas du tout une rupture, quoi. C'est ok, il y a eu un petit obstacle, c'est pas grave, on va le surpasser. Même si après, il y a eu une histoire de centrale très vite après. Les Japonais, ils s'inquiétaient un peu, mais il y a pas de souci, la vie continue. C'est ça qui est assez impressionnant, quoi. J'ai envie de dire qu'ils sont vraiment super courageux, et quelque part, ils m'ont donné un peu de leur courage aussi, quoi. Mais ça aurait été beaucoup trop simple si tout s'arrêtait là, en fait. Parce que maintenant, effectivement, il y a la centrale à Fukushima qui donc a des complications. Je ne pourrais pas expliquer dans le détail et avec précision, en fait, ce qui se passe dedans, parce que ça a l'air assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ça inquiète énormément les Japonais. Et malgré l'énorme inquiétude qu'ils ont par rapport à ça, ils s'en vont pas de Tokyo, en fait. Ça a déclenché une véritable vague de départ auprès des étrangers, des expatriés, en tout cas. Je sais que la plupart de tous mes amis français qui traînaient sur Tokyo, enfin qui vivaient à Tokyo, qui travaillaient à Tokyo, là ils sont partis. Ils sont partis à Osaka pour la plupart. Quelques-uns résistent comme moi et sont restés. Mais moi aussi, en fait, demain je pars à Osaka, en fait. Parce que au moment où vous voyez ces images, on est déjà jeudi. Mais pour moi, là, on est le mardi.
Et je vous explique en fait que la centrale risque d'exploser apparemment si le fameux tremblement de terre que beaucoup de gens attendent se produit, parce qu'il faut apparemment éteindre, ou du moins faire cesser de fonctionner la centrale pour que si le tremblement de terre a lieu, elle n'explose pas. Et si elle explose, apparemment c'est la grosse catastrophe. Le Japon, c'est un pays tellement bien géré en fait. Tout est tellement précis, tellement bien calculé que quelque part une défaillance, c'est pas possible. Et je pense que les Japonais pensent un peu comme ça, parce que ils sont toujours là. Je connais aucun Japonais qui s'en va. Ils ont peur. J'en ai parlé avec quelques collègues de travail. Ils sont hyper inquiets. Mon patron au restaurant, il est super inquiet aussi, mais il se dit mais ça va aller quoi. Ils ont confiance envers le staff nippon qui s'occupe du truc, qui gère le truc. Et ça se trouve, en fait, au moment où je vous parle, la situation a complètement évolué, complètement changé. Mais aux dernières nouvelles, voilà, c'est là où j'en étais moi. Maintenant, je vais aller à Osaka pour rassurer ma petite maman parce que sinon, toute ma famille va se tirer une balle à pas savoir si je suis en vie ou pas. Et voilà, comme vous avez pu le constater, je suis en bonne santé, je vais bien et tous les Japonais continuent à travailler et moi aussi je vais travailler. Je vous annonce donc les nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Yakusoku de Mook, il y aura également Secret Base Kimiga Kuretamono de Scandal, ainsi que Seiza no Hajimari de Swimming Pool Ichi, ou Swimming Pool One. Il y aura également Samidaru Kimi Special Studio Live de Detroit 7, Wasurena Gusa de Pico, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Ito Yuna avec Mamote Agetai, une chanteuse que j'adore, donc je suis super contente d'avoir un clip d'elle sur No Life, c'est trop bien. Mais en même temps, voilà, c'est la fête avec Sony, donc ce n'est que du bonheur, au moins un peu de bonheur pour moi à ce niveau-là. Pensez à voter pour le J-Top, c'est très important. Et ne ratez pas donc le J-Top la semaine prochaine. Il y aura donc apparemment une surprise, m'a dit Alex. Soyez là donc samedi à 19h30, si je ne me trompe pas d'horaire, c'est bien ça? Non, mais tu peux carrément le dire, hein, que ça a été annoncé, hein, les votes vont changer. Oh, c'est... Bon, les derniers plateaux, Pili. Ouais, alors, merci de nous avoir suivis dans ce 101% absolument mirobolant. Bouge pas, j'ai l'impression qu'il y a une énorme tâche à l'écran. Ok, cool, merci, je te remercie, c'est sympa. De toute façon, c'est une vraie équipe et une vraie famille, No Life.